voilà, si tu vois les questions, Oui. que tu peux les reprendre, Il y c'est en a bien. une qui me paraît très importante de Gilles Roche. Peux-tu nous comparer résilience et résignation? C'est pas du tout pareil. C'est même pas lâcher prise, la résilience, hein. La résilience, c'est vraiment un processus qui est très bien décrit par Cyrulnik, hein, son livre le petit canard là. Euh, le problème de Cyrulnik, c'est qu'il ne cite pas toujours ses sources, mais la résilience, elle vient d'un traumatisme. C'est un processus. Malheureusement, on n'y est pas tous. On ne peut pas tous entrer en résilience. Sur la cohorte d'études de jeunes étudiée par Amy Werner, elle voit que certains s'en sortent, pas tous. Alors, quels sont les facteurs de résilience? Il faut avoir des facteurs. Cyrulnik dit que ça se tricote. Effectivement, il y a des facteurs personnels, il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs parentaux. Tu vas voir que ça ne peut pas être comparé à de la résignation. La résilience, c'est l'idée que bon, l'idée, c'est, vous voyez le sous-marin qui s'enfonce dans l'eau, il change de forme et puis quand il remonte en l'air, il reprend sa forme. C'est l'idée que après un malheur, on peut devenir comme on était avant, mais l'idée de résilience, c'est encore mieux qu'avant. Hein. Vous voyez, Cyrulnik cite de Barbara dans son ouvrage sur les vilains petits canards et dit que Barbara, elle a eu un énorme parcours de résilience. Bon, elle a été violée par son père quand elle avait 8 ans. Mais apparemment, un des facteurs de résilience, c'est d'avoir eu dans sa plus jeune enfance, des parents relativement soutenants, aidants, des bons parents. C'est d'avoir des facteurs personnels comme l'optimisme. C'est vrai qu'il y a des tempéraments optimistes ou pessimistes. On le voit autour de nous. Hein. Quoique ça peut s'apprendre aussi. C'est un processus aussi. L'estime de soi, on est plus facilement versé dans la résilience quand il y a une bonne estime de soi. Carl Rogers explique très bien la self-esteem, comment ça se développe selon l'éducation qu'on a. C'est-à-dire que si on a des gens qui nous éduquent dans le fait de se soumettre à leurs idées à eux, pour mériter l'amour, faire ce qu'ils veulent eux, tel père, tel fils, tu seras un homme, mon fils. Et si on n'est pas écouté, on fait toujours comme les autres veulent qu'on soit. Et comme on est tout le temps évalué, on va chercher la meilleure évaluation. Donc, on va se fondre dans les projets d'un autre. Donc, l'estime de soi, elle est flottante, quoi. Donc, il y a une bonne estime de soi qui est un facteur de résilience, l'attachement nourricier des parents. Et c'est aussi le fait d'être bien entouré. Après un traumatisme, moi, je le vois quand j'écoute des personnes qui ont vécu des violences sexuelles, par exemple, qui me disent « Vous savez, je ne pourrais pas porter plainte. Déjà, ma famille elle ne veut pas que je prononce le mot. » Je parle du viol là. Ils préfèrent qu'on n'en parle pas. Je ne serai pas soutenue si je porte plainte. Et pour les personnes qui portent plainte, ça peut se passer aussi très mal. Donc, il faut vraiment un bon terrain social autour et aussi savoir rechercher l'aide. Il faut savoir demander de l'aide aussi. Donc, les facteurs de résilience, c'est aussi être dans des associations, c'est aussi devenir créatif à partir. On parle de sublimation, psychanalyse, tous les concepts ne sont pas mauvais, mais il faut les opérationnaliser pour les traduire autrement, mais dépasser sa souffrance. Tu vois, Gilles, ce n'est pas du tout la résignation, ça n'a rien à voir, mais c'est un processus. Je vous avoue, puisqu'on a un petit peu de temps encore, moi j'ai discuté avec Cyrulnik, je l'ai vu. Je venais de faire un cours sur la résilience aux étudiants infirmiers et quand je lui ai dit mon nom, il m'a dit « Ah, mais je viens d'entendre parler de vous. » Oh, ça fait du bien, c'est rigolo. Donc, c'est un grand bonhomme et on était, au buffet, c'était pendant la comédie du livre, on était au buffet et on discutait beaucoup. On parlait de Jacques Leconte, justement. On me disait « Oh, Jacques Leconte, il est jaloux de moi, de mes recherches. » Bon, c'était bien. Et puis, il y a une serveuse qui arrive avec des plateaux chauds. Elle était à 1,5 m de nous. Je vois Cyrulnik qui tourne, qui me tourne le dos, qui va chercher sa nourriture. Je me disais, mais il va revenir ou pas? Et il est revenu, mais la façon dont il a fait, comme s'il était affamé. Et on sait que Cyrulnik, il a vécu la faim, il a vécu des choses. Et je me disais, bon, on sait que c'est un processus, la résilience, qu'il n'est jamais fini, ce processus. On ne sait pas si on va rester résilient toute sa vie. Je souhaite pour lui qu'il le soit. Il a l'air d'aller bien. Mais c'est un processus. C'est à la fois décrit comme un processus et comme un état, mais c'est absolument pas ce que la divulgation de la psychologie positive veut nous faire croire. Il y a pas on n'est pas résilient tout seul, quoi. C'est pas possible. Et ça se décrète pas.
Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions que j'ai vues? Merci Françoise. Mais ces notions de pensée positive, avec tout le côté, le danger auquel nous sommes un peu habitués, c'est pas évident à percevoir pour les gens, hein, c'est très subtil. Comment on fait pour poser des questions? Il suffit que je parle? Vas-y, je t'écoute. Oui, il y a Marie, deux choses que je voulais relever, moi. vas-y. Déjà, il faudrait peut-être définir le mot bonheur, parce que je ne sais pas ce qu'on met dedans. Et je crois que les philosophes, depuis 2000 ans, ils essaient de le définir, mais ils n'y arrivent pas. Et quand j'ai fait de la philosophie, on m'a toujours dit les bonheurs. On m'a toujours dit le bonheur, on ne sait pas ce que c'est. Et puis la seconde chose, c'est que dans l'historique que tu fais, il me semble qu'il manque deux processus qui ont aussi voulu faire croire qu'on pouvait trouver le bonheur, c'est les religions. Elles ont toutes promis le bonheur, quel qu'elle soit. Alors il me semble que dans l'historique, voilà, c'était important aussi de souligner les religions. Et puis voilà, quelle définition, qu'est-ce que le bonheur? Moi, j'en sais rien. Est-ce que vous le savez? Alors si vous le savez, vous avez de la chance. Merci. Écoute, si j'avais parlé des religions, on en serait encore là. Non, mais juste résumer. Bah, le bonheur dans les religions, c'est le salut de l'âme. C'est le bonheur, il Non, est pas. je parle du bonheur en soi. Qu'est-ce que le bonheur? Le bonheur en soi. Alors, Le le bonheur, bonheur. je vais te donner une définition qui, pour moi, m'allait bien jusqu'à ce que j'ouvre le bouquin de Cabanas et d'Illouz. C'était un état durable de bien-être. Mais si je me repère aux définitions, tu étais là dès le début quand j'ai parlé des philosophes grecs? Oui, non, mais je pense que personne ne sait ce qu'est le bonheur. Enfin, personne ne sait le définir. Mais si. Alors, je vais te dire pour moi ce que c'est. Julien Perron, revenez tourner. Pour moi, jusqu'à présent, c'était je veux pas de soucis. Je veux pas qu'il pleuve dans ma chambre, parce que c'est arrivé. Je veux pas que ma piscine tombe en panne. Je veux pas de soucis. C'était à la fois l'aponie et l'ataraxie. Pour moi, c'était ça. Et j'ai compris que ça, j'ai plus de voix. Excusez-moi. J'ai compris que ça correspondait pas à l'idée du bonheur prônée par la psychologie positive. Le bonheur, c'est quoi? C'est être bien dans sa peau, avoir des amitiés, être content de soi, être content des autres. C'est savoir gérer aussi. C'est savoir aussi Chacun. gérer des... Attends, c'est savoir aussi gérer des problèmes sans que ça devienne un drame, si possible. Mais Oui, c'est mais une on peut faire une construction. liste de 1 kilomètre. Mais je pense que souvent, pour les gens, le bonheur, c'est le manque de malheur. C'est-à-dire, c'est ne pas connaître des malheurs, des souffrances. Ça se définit plutôt négativement. C'est la Maintenant, thérapie. je pense que philosophiquement, définir le bonheur, c'est quasiment impossible. Ben, il y a quand même un paquet de philosophes qui s'y sont. Enfin, tu n'es pas convaincu avec. Qui ont essayé. Qui ont essayé. Tu liras, tu verras le film de Julien Perron. Oui, d'accord. Après, lui, il dit 7 milliards d'individus, 7 milliards de définitions différentes, ce qui n'est pas vrai, Voilà. parce que son film, il y a beaucoup de répétitions quand même. Hein, tous les apôtres du développement personnel, bon, je suis un peu contaminée là par Illouz et Cabanas, je dis apôtres, c'est la paix, l'intérieur, la méditation, le calme, la centration sur ce qui est beau, sur ce qui est positif, c'est chercher la joie. C'est un état dispositionnel qui permet d'être... Alors la sérénité, c'est le nirvana, c'est pas le bonheur. Mais bref. Pour certains, le nirvana, c'est le bonheur. Mais tu sais, ça me rappelle, en philo, j'ai eu un devoir, c'est pour ça que ça me revient, c'était les bonheurs et le bonheur avec un grand B. Et c'est vrai que je crois que c'est là le problème, c'est que moi je crois à plusieurs petits bonheurs, mais le bonheur avec un grand B, je pense que là, ça dépend vraiment de chaque philosophie, quoi. Si tu veux. Si tu veux. J'avais posé ces questions de nirvana et de bonheur qui serait l'absence de malheur. Donc c'est amusant parce que juste après, ça a été envisagé. Mais moi, je pense qu'on est quand même très mal à l'aise pour la définition des bonheurs et que par contre, quand on parle de l'absence de malheur, là, on comprend beaucoup mieux. Et je pense que c'est pas mal quand même d'avoir cette définition, même si c'est partiel, parce qu'au moins on s'y retrouve un peu. Enfin, il me semble. Hein.
Il y a Sonia qui nous donne sa définition du bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est pouvoir vivre tranquillement avec le malheur, ses mots et les mots de la société, ce qu'est l'intérieur de soi, l'extérieur de soi. Oui, c'est un aller-retour entre les deux et pouvoir supporter et pas trop souffrir. Et être mieux aussi, peut-être. Oui, c'est ça, c'est le manque de souffrance. Oui. Voilà. Alors, Et moi j'avais compris quand même que le sujet d'aujourd'hui, ce n'était pas tellement de savoir ce qu'est le bonheur, parce que par définition, c'est quand même quelque chose qui relève de chaque individu, de son vécu, etc. Mais plus la démarche, moi j'avais compris ça comme ça, la démarche d'Eva Illouz et Cabanas, de dénoncer la marchandisation du bonheur. Tu n'en as pas beaucoup parlé finalement. C'est toute cette démarche autour des marchandises émotionnelles, bon, qu'on peut partager jusqu'à un certain point, parce que je te suis aussi, il y a une dimension un peu polémique dans leur travail qui doit être un peu agaçante à certains moments, hein, parce que finalement, si on ne fait que, si on n'est que dans la dénonciation, finalement, ça mène pas, ça mène pas bien loin. Mais quand même, il y a le fait de décoder, de décrypter quelque chose qui paraît relativement évident. Au départ, ça paraît assez intéressant comme démarche. Moi, je m'attendais à ce qu'on mette plus l'accent là-dessus. Tu vois, ce côté, voilà, marchandisation. Là, j'en dis pas plus. Après, attends, j'en profite, j'ai la parole. Je voulais dire un truc. Il y a un pays, mais je pense que d'autres le savent aussi dans l'assistance, il y a un pays qui a décidé de faire du bonheur national brut un indicateur de son développement, c'est le Je l'ai Bhoutan. dit, C'est je le l'ai dit, Bhoutan. Jean-Luc. Mais non, je l'ai Non, dit. non, mais tu n'as pas parlé du Bhoutan, c'est pour ça. Je dis. J'ai parlé du Bhoutan, j'ai parlé d'Israël. Non, mais C'est- alors, mais je ne crois pas qu'Israël en ait fait un indicateur officiel, mais le C'est Bhoutan, Mais si, Le mais ce n'est Bhoutan. pas que le Bhoutan, mais ça c'est dans le. non, c'était autre chose. Non, c'est Les ça dans le. Israéliens dans les enquêtes, ont répondu, ils sont apparus comme des gens heureux. Il y en a d'autres qui disent qu'on est plutôt heureux. Mais le Bhoutan, on a fait un indicateur officiel. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Je peux. C'est assez intéressant. Vas-y. Je coupe. Alors, je reviens à ce que j'ai dit. Dans le premier chapitre, les experts veillent sur vous. C'est le PIB, indicateur positif de bonheur, a remplacé, non, le PNB, produit national de bonheur, a remplacé le PIB dans un grand nombre de pays, dont le Bhoutan. Je n'ai pas cité le Bhoutan, j'ai cité Israël, mais c'est ça. J'ai préféré citer Israël parce qu'Eva Illouz, mais c'est la même chose, et je l'ai dit. Le Bhoutan, bien sûr, c'est le premier, c'est rigolo parce que c'est un tout petit pays, donc c'est ça qui a été connu. Oui. Mais qu'Israël soit cité, Eva Illouz dit, mais comment on peut s'étonner que effectivement, ce pays qui est en proie aux guerres et qui est quand même entouré de territoires qu'il occupe régulièrement, enfin, elle le connaît bien, les gens se disent heureux. Et tout de suite après, elle explique qu'effectivement, peut-être qu'ils se disent heureux parce que le fait qu'ils doivent considérer que leur bonheur est fragile, ils doivent considérer que par rapport à ce qu'il y a autour, ils ont de la chance. Il y a plein de façons d'envisager par contraste le fait qu'on soit heureux. Après, pour reprendre ta remarque, écoute, regarde, je pense qu'on voit ma diapo sur les chapitres de l'ouvrage. On la voit, ma diapo? Oui. Mais oui, on la voit. Mais oui, on la voit. Donc ce que tu dis de la marchandisation, c'est juste le 4e chapitre. Mais vraiment, il y a un gros débat sur comment la psychologie positive se serait, pour ces auteurs-là, infiltrée et de collusion avec l'économie libérale. Comment on vend des programmes de bonheur dans les écoles, dans l'armée, dans des entreprises, avec la création des Chief Happiness Officers. Comment on dévoie certains concepts comme la résilience, comme voilà, c'est pas que la marchandisation, hein, vraiment, c'est une petite partie. Donc, tu avais compris, mais quand je l'aurai rendu le bouquin, Dominique, elle te le passera. Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie de le lire, mais bon, on verra ça. Non, mais il est bien, hein. Je te passerai mes notes. Il y a tellement de choses à lire qui sont bien, de toute façon. Ah, écoute, on en reparle. Ouais. Je ne vois plus vos conversations, là. Je vais arrêter ça. Françoise, oui. Vas-y. Donc, si dans les conversations, on nous parle du PNB et de la notion de citoyen, oui. Donc, et moi, je voulais ajouter que j'avais assisté il y a très longtemps, enfin il y a un certain temps, à une conférence de juristes
notamment des avocats de Montpellier, qui cherchaient à donner une définition juridique. Vu qu'aux États-Unis, il est dans la Constitution, tu l'as mentionné, Oui. donc un droit au bonheur. Et donc, ces juristes internationaux avaient créé une association internationale pour essayer de définir internationalement. Donc, il y avait des gens, des Africains, des gens du Québec. Enfin, il y a une définition juridique du bonheur. Voilà. Oui, oui. Ça a l'air d'être comme une… Je ne pourrais pas dire c'est comme l'eau, parce que maintenant on sait qu'on vend l'eau, mais c'est une marchandise qui… Et oui, là, ça serait un droit au bonheur, et donc à l'égalité, aux soins, C'est dans à comme tu dis, c'est dans la Constitution. Voilà. Mais donc, il faudrait qu'ils cherchent cette définition internationale. Et tu vois, c'est même pas le droit au logement, puisqu'on voit dans le graphique, dans la formule du bonheur de Seligman et Lubomyski, que c'est pas les 10% de choses extérieures qui font notre bonheur. C'est d'abord en nous, le bonheur. Et après, on apprécie. Ben, tu passes ton confinement dans ton petit studio, mais apprécie d'être en bonne santé, positive, regarde que tu as quand même ton frigo plein, que pour l'instant tu n'es pas malade et tu t'étouffes pas. Tu vois, ça vient de toi. C'est ça l'idée, le droit au bonheur. Bon, est-ce qu'on peut le trouver autour de nous? Alors, juridiquement, je ne sais pas s'ils répondent à cette question, mais je crois que ça doit aller des traités sur la libre circulation, la liberté d'expression. Enfin, je pense qu'il y a tout un tas d'aspects qui ont quelque chose qui relève peut-être même de l'intime, le droit de s'exprimer. Est-ce qu'on peut revenir à ma question, Dominique? Ma question, c'était, est-ce que vous sentez, vous, cette pression? Je parlais de normes sociales et je lis le commentaire de M. Piton. Est-ce que vous la ressentez, cette pression? Gérard, il a son micro ouvert. Peut-être qu'on pourrait lui donner la parole. Oui, c'est gentil, merci. Bon, d'abord, merci François pour cet exposé complexe et presque complet. C'est un sujet tellement immense que c'est difficile en 2 heures de faire le tour de la question. Mais pour revenir à la notion de normes sociales sur laquelle elle a bien entendu insisté, et en même temps pour essayer d'accrocher les spécialistes en zététique ici présents, quand on parle de la santé, il est évident que c'est une norme. On souhaite être, pour la plupart d'entre nous, en bonne santé. Et pourquoi? Parce que ça nous permet d'être autonomes, d'être indépendants. Il n'en demeure pas moins qu'il est manipulé par la vente de services de santé, voire de médicaments qui ne sont pas toujours adaptés. Et c'est pour ça que la science vient nous aider à éviter ces détournements, cette exploitation, cette emprise qui porte sur un besoin qui est beaucoup plus facile à objectiver, confère, malgré les définitions complexes de l'OMS, etc. Alors que pour le bonheur, on voit bien que c'est une norme sociale, mais extrêmement variable entre les cultures. La santé, elle varie bien entendu, mais les besoins physiologiques sont là. Le maintien en bonne santé, l'autonomie, elle existe et c'est objectivable. Alors que pour le bonheur, c'est très compliqué entre un ermite et un jet-setter qui claque son pognon à Nice. Ils sont tous les deux heureux, et tant mieux pour eux. Mais par contre, et vous avez très bien insisté sur le danger de la manipulation ou de l'emprise. C'est ce que je mettais dans mon petit… par rapport à la critique sur la religion, on ne peut pas tout aborder, mais y compris l'Église, elle a compris qu'en vendant des indulgences, elle vendait une promesse de bonheur à des gens pour le paradis ou pour l'au-delà, alors qu'on ne pouvait pas leur donner, vu tout le mal qu'ils avaient fait sur Terre, le bonheur sur Terre. Donc là, c'est ce côté emprise et marchandisation, et j'ai l'impression que le film dont vous avez parlé, ou le fameux Julien Perron, etc., il en fait un business. La grande question, c'est que dans le domaine, ils vendent du tourisme, ils vendent de l'écologie, embrassons les arbres et on sera heureux. Bon, tout ça, ça vend. Ça coûte pas cher de le vendre, mais ça rapporte beaucoup de pognon, puisqu'il s'adresse, vous l'avez dit, à des gens riches plus particulièrement, et ils s'en cachent pas. Donc, le gros danger, c'est l'exploitation de gens un peu plus fragiles, notamment, il peut y avoir des dépressifs, il peut y avoir des gens qui sont
captés par des sectes. Alors, est-ce qu'ils en font partie ou non? C'est tout un débat, la limite entre ce qui est secte et pas secte. Mais en tout cas, bravo, parce que c'était très compliqué à aborder. Et je me permets de parler des indulgences parce que quelqu'un a évoqué le thème de la religion. Alors que, disons que dans le domaine de la santé, on peut plus se battre pour défendre les normes sociales justes et scientifiques, alors que dans le domaine du bonheur, c'est très compliqué. Merci encore. J'ajouterais, pourquoi c'est un marché? Parce qu'il y a toujours de la déception au bout. Parce que la personne qui a acheté il y a 10 ans le secret du bonheur permanent, elle va acheter mon petit cahier de psychologie positive qui est sorti il n'y a pas longtemps, elle va acheter autre chose, elle va acheter… Alors, Luc Baudin, il était interviewé sur Sud Radio par Flavie Flamand. Luc Baudin, il fait des allers-retours entre l'Haïti et la France et lui, il s'est fixé sur la méthode Ho'oponopono. Il y a une vulgarisation de la méthode Ho'oponopono, donc c'est pardonne, dis merci, aime, et puis je ne sais plus quoi. Et ce serait d'après lui 4 mantras répétés toute la journée. Et la méthode Ho'oponopono, j'ai cherché, moi c'est une méthode ancestrale de résolution de conflits familiaux et sociaux. C'est très complexe. Et c'est une… Quand je vous dis que c'est quelque chose dont on extrait le jus, mais quand il n'y a plus de jus, ils trouvent autre chose à extraire. C'est un petit peu, je viens de voir que la fameuse collègue dont je vous parle, elle vient de publier un truc sur les accords Toltec. Appliquer les accords Toltec à l'école ou je ne sais pas où, mais arrêtez. Dans les gens, je suis sidérée, moi je suis en colère. Hein. Je suis en colère. Elle intervient, elle donne un cours de psychologie positive à la fac, cette dame. Vous voyez? C'est… Alors, peut-être que je suis jalouse aussi, parce que moi, avec mon humanisme à la Carl Rogers, moi, je ne vends pas 10 séances d'un coup. Les personnes, elles viennent, je respecte leur liberté, leur autonomie, elles viennent au rythme dont je les autorise à sentir le rythme de leur séance. Vous voyez, mon psychanalyste, quand je lui ai dit que j'arrêtais, il m'a vendu du psychodrame. Il m'a vendu 1 an de psychodrame. Bon, et puis à un moment, il s'est passé quelque chose aussi pour que j'arrête. Mais voilà, c'est… Ce que dit le bouquin, ils le reconnaissent, hein. Quoi qu'ils disent que c'est quand même une pseudo-science, c'est pas vrai. On peut faire des recherches scientifiques sur les différents aspects de la positivité, de la résilience et tout, mais c'est emparé par vraiment, c'est une manne, quoi. C'est dévoyé. Gilles lève le doigt. Oui, pour ce qui est du marché, moi je pense que la notion du marché, alors on parle du médicament par rapport au bonheur, hein, on peut aussi parler de la psychanalyse ou d'autres choses. Moi je pense qu'à la base, il faut qu'il y ait une demande, hein, et c'est comme le bonheur, c'est quelque chose de compliqué pour les gens, bah, si les gens se disent, tiens, je peux en acheter un petit peu, c'est-à-dire je vais acheter une méthode, je vais suivre le truc, je vais aller à un séminaire, je vais aller à un truc, le fait de pouvoir payer pour accéder à quelque chose qui normalement n'est pas commercialisable, pour les gens, c'est une demande très forte. Pour les médicaments, on parle des anxiolytiques, des antidépresseurs. Bon, le généraliste qui en prescrit probablement bien trop, il répond à une demande, hein, des gens. Alors évidemment, le marketing et le commercial en rajoutent, hein, forcément. Bah, les gens, s'il y a une demande, ils vont essayer de la satisfaire. Et s'ils peuvent l'augmenter un peu, bah, ils vont le faire. Hein, c'est difficile. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mais à la base, il y a une demande. Hein, donc l'idée, c'est peut-être d'acheter du bonheur. Et je voulais réagir sur une chose. Tu dis, on vend l'eau. Alors ça, je suis très, très sérieux là-dessus. L'eau, elle est gratuite. Hein. Tu peux l'avoir du ciel, tu peux aller à la rivière. Ce qu'on vend, ce n'est pas l'eau. On L'eau vend potable, bien sûr. Oui, c'est ce que je voulais dire. Bien sûr. Oui, mais ce n'est pas du tout pareil. On vous assure qu'elle est potable, hein, on vous la rend potable, on vous assure qu'elle est potable et on l'amène chez vous. Hein, on la fait venir chez vous. C'est ça qu'on paye, c'est ce service-là. Donc, dire l'eau, c'est incroyable, l'eau le plus naturel, il faut le payer comme une espèce de dévoiement d'une société moderne. Non, c'est pas vrai. Voilà, c'est pas l'eau elle-même. Hein. Voilà, juste bien rectifier ça parce que c'est un peu un lieu commun cette histoire-là. Tu as tout à fait raison, Gilles. Oui, c'est vrai. Sujet esthétique. L'eau est-elle à vendre? Oui. Moi, ma représentation qui était passée dans le domaine public, c'est qu'on va acheter des territoires où il y a de l'eau pour l'exploiter. Mais les gens, auparavant, pouvaient se servir de l'eau de leur lac et personne venait l'acheter pour l'exploiter. C'était ça l'idée que j'en avais. On peut aller à la rivière chercher de l'eau. Hein, oui, bien sûr. Ce n'est pas de l'eau potable, c'est tout. Elle sera peut-être potable, mais pas trop. Et puis, il faudra aller la chercher quand même. Hein.
En plus, ouais. Ouais, Et chercher. ça, les gens, ils veulent pas. C'est ça, c'est pas très compliqué. Hein. Puis tu peux aussi récupérer l'eau du ciel. Hein. Ouais, C'est plus complexe que ça quand même, oui. Non, non, mais quand même. Quand j'ai eu mes enfants, ma mère me disait, ma mère était adorable, mais ma mère me disait, oh là là, tu fais pas tes biberons avec la Volvic quand même. Je dis, bah, pourquoi pas? Elle me dit, parce que la Volvic, c'est de l'eau en Auvergne. En Auvergne, il y a des renards, ils font pipi dans l'eau. D'abord, Quand même. dans les Vosges d'ailleurs. Maman, si tu m'entends. La, C'est mignon. la cryptococcus l'échinococcus alvéolaire du foie. Oh là là, écoute. Dans les Vosges surtout. C'est rare. Ah ouais. Ah, éventuellement, il y a une leptospirose, mais ça, c'est autre chose. C'est les rats. Sonia me demandait aussi la question de la culpabilité des citoyens. Ben, la culpabilité, elle enrichit le marché du bonheur. Ah oui, bien sûr. Si je sais que je n'y arrive pas, j'ai peut-être pas acheté le bon livre. Exactement. Et si le livre ne me suffit pas, il faut que j'aille faire un stage. Mais c'est ce que les religions ont compris depuis le début. Culpabiliser et vous trouverez toujours votre mise. Mais même au-delà de ça, on remarque que c'est souvent les gens qui ont le moins de moyens financiers qui vont souvent être le plus la proie d'achats inutiles. Si on prend l'eau potable et l'eau en bouteille, qui est totalement inutile dans la plupart des cas, enfin c'est un business qui n'est pas justifié dans la mesure où l'eau du robinet va très bien, eh bien c'est quand même les gens, souvent les ménages les plus modestes, qui peuvent faire bien, pour une espèce de culpabilisation, vont acheter de l'eau, d'autant que c'est pas trop cher, c'est accessible pour eux. Donc, ils trimballent les bouteilles d'eau, alors que l'eau du robinet va très bien. C'est ça qui est terrible. Hein. Alors, c'est pas que les plus riches. Hein. Quand c'est les plus riches, après tout, on se dit, c'est de l'argent qui va passer d'une poche de riche à d'autres poches. Bon, on s'en fout un peu, hein, que l'argent soit dans telle poche ou telle poche, c'est peut-être pas très grave. Quand il s'agit de personnes qui ont des ressources très limitées, là par contre, ça pose un vrai problème. Alors moi, il y a un aspect de ton exposé qui m'intéresse beaucoup, c'est la résilience. On la met à toutes les sauces en ce moment, il y en a ras-le-bol de ce mot, je ne le supporte plus. Et j'ai remarqué que la sauce à laquelle on le met, c'est une façon c'est ce que tu as bien montré d'ailleurs, les politiques l'utilisent beaucoup au fond pour s'empêcher de se sentir responsable et pour prendre certaines choses en main. Alors on fait confiance, on n'arrête pas de faire croire au peuple et aux citoyens qu'avec la résilience, n'est-ce pas, ils se sortiront de tous les maux. Et c'est une façon de se laver les mains de la politique actuelle. Et c'est vrai que même notre président en use et abuse de ce mot. Et je trouve que ce mot devient insupportable. Oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. La résilience, en plus, j'allais dire entaché, c'est auréolé de quelque chose de très beau et de très positif. Il y a eu des études sur la vie des auteurs des attentats sur les tours à New York en 2001, des pilotes. Pardon. Et ils avaient des vies de résilients. C'est-à-dire que c'est des gens qui avaient vécu des drames et d'une certaine façon avaient réussi. Hein, ils avaient appris à piloter, on leur avait confié une mission. On ne peut pas dire peut-être qu'ils sont morts heureux. En plus, ils ont rencontré les 70 vierges du paradis, c'est encore mieux. Mais on les décrivait comme des individus résilients. Donc la résilience, ce n'est pas quelque chose de si positif que ça. Et encore une fois, vraiment, les recherches le montrent, tout le monde n'y a pas accès. C'est ça qui est faux, c'est de le vendre comme une possibilité, une nouvelle disposition psychologique. Merci Gérard. mais il n'y a rien de plus inégal que ça. Non, puis je trouve qu'on le met dans toutes les sauces actuellement et vraiment c'est fatigant. Mais oui, et quand on lit la liste des facteurs de résilience, où chaque auteur a fait des recherches dessus, c'est vraiment complexe. Hein, c'est vraiment complexe. Cyrulnik, alors, à sa décharge, on en dit ce qu'on veut, on en pense ce qu'on veut. Il a le mérite de faire exister ce concept et il organise chaque année une grande conférence, je ne sais pas si c'est internationale, sur la résilience avec beaucoup de chercheurs. Il n'invite pas Julien Perron. Oui, ben il a raison. Quoique, je ne sais pas. Quoique, je ne sais pas. Non, je ne vais pas. Non, mais il a aussi notamment fait pas mal de voyages dans le monde et il est allé au Brésil et il a bien montré que, dans le même sens que ce que Françoise disait tout à l'heure,
parmi les mafieux, il y a beaucoup de résilience. C'est-à-dire c'est des petits jeunes qui vivaient dans des ghettos, dans des conditions abominables, et les statistiques diraient qu'il y a un certain nombre de pourcentages malheureusement qui meurent, qui se font piquer des organes pour les revendre, etc. Et les résilients sont ceux qui arrivent à s'en sortir, mais qui deviennent mafieux. Donc c'est pas la résilience. D'abord, c'est aussi statistiquement quelque chose qui est très improbable. Et c'est très rare. Donc c'est ce qui reste quand la science ne peut pas expliquer, par exemple, la réussite de quelqu'un qui est socio-déterminé à vivre des conditions difficiles, à ne pas s'en sortir. Donc ça existe, un phénomène intéressant sur lequel il faut travailler. Alors on n'y peut rien, que ça a été récupéré, vulgarisé par les politiques. Mais d'abord, un, c'est statistiquement ultra rare. Deux, c'est pas forcément pour le bien, puisque ça peut être des mafieux. Et ça a été bien démontré et rappelé par Françoise pour les attentats de 2011, il ne me semble pas 2001. Voilà. Et puis donc, il faut le manier avec précaution, mais on n'y peut rien. La récupération, que ce soit la résilience, l'alliance, le lâcher-prise, tous ces concepts de psycho qui parlent, comme disent les autres, on finit par oublier les recherches et la validité statistique de ces concepts qui sont ultra rares et complexes à analyser. Mais il faut quand même le garder, mais dénoncer sa vulgarisation. Parce que c'est quand même, ça interroge de voir que certains sujets arrivent à surmonter, notamment parce qu'ils ont un tuteur de résilience, c'est-à-dire un soutien social qui joue dans l'histoire des gens et ils peuvent s'en sortir. Boris Cyrulnik, dans sa vie, il s'en est sorti à la fois à cause du hasard, on arrive sur les probabilités, Oui, un merveilleux hasard. Mais aussi à cause d'une certaine méfiance. Il était timide, il n'a pas voulu suivre un groupe d'enfants, il s'est planqué à un moment et après il s'est attaché à des gens. Mais on ne peut pas en faire une théorie pour résoudre les problèmes sociaux et politiques parce que ça ne répond pas à des problèmes justement du grand nombre des statistiques. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi il y a des résilients. Et des fois, même si c'est dû au hasard, bon, Primo Levi s'est suicidé. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'était un résilient, ou alors c'est le hasard qui fait qu'il a survécu, puisqu'il était dans des files d'attente et un homme sur deux partait dans les fours crématoires. Donc, c'est là où c'est très compliqué à manier comme concept. Oui, justement. J'ai du mal à comprendre pourquoi tu dis la résilience est un phénomène rarissime, Gérard. Parce que si c'était si rarissime que ça, tous les centaines de milliers de gens dans le monde qui vivent des catastrophes épouvantables, qui voient leurs enfants massacrés, qui voient leurs maisons détruites, qui sont obligés de fuir, etc., qui sont confrontés à la famille, à tout ce que tu veux, ils ne devraient pas survivre à ce moment-là. Or, j'ai plutôt l'impression que la résilience, c'est plutôt la règle qu'autre chose. Nous, on n'est pas trop confrontés à ça parce que quand même, les malheurs qui nous frappent, c'est plutôt de manière individuelle, ce sont des cas très particuliers comme la vallée, le Hawaïen ou je ne sais quoi, mais les Syriens, les Soudanais, les Éthiopiens, les Tigrins, tous ceux qui vivent des catastrophes atroces, ils sont résilients de fait, non? Oui, ou alors on n'est pas d'accord sur la… Non, mais on est d'accord, Jean-Luc, mais prends tous les gens qui meurent dans la Shoah, c'est eux la loi, c'est eux la norme, c'est eux qui sont exterminés. Et ceux qui s'en sont sortis, c'est soit parce qu'ils sont effectivement résilients, soit un peu au hasard. Il y a des gens qui sont… Primo Levi, il est allé en pharmacie, il était allé se soigner, il était malade. Oui, il était à l'infirmerie au moment de la marche de la mort. Oui, c'est pour ça qu'il… Voilà. Donc, ce que je voulais dire en termes statistiques, même en Syrie, ou même les gens qui sont résilients, on ne sait pas si c'est dû à des caractéristiques personnelles, et c'est ça qu'il faut chercher à trouver, notamment la méfiance, la curiosité, le besoin de s'allier avec les autres, sont des facteurs de résilience. Par contre, c'est rarissime statistiquement. Les survivants dont tu me parles de Syrie, etc., la loi générale, les statistiques, c'est les morts. Hein, c'est pas la survie, même s'il y a de la survie. Voilà, c'est tout. Mais tout à fait, voilà. Bon, vous savez, il fut un temps où on appelait ça l'instinct de vie. Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Je vais vous donner la définition, si vous voulez bien. Merci. Quand je fais un cours sur la résilience, alors je la donne en 2 parties, ça sera un peu long, mais il faut être pédagogue et puis vous avez un besoin de cognition, je le sens. Alors, je le définis je le propose comme ça, un phénomène psychologique qui consiste, pour quelqu'un touché par un traumatisme, à prendre acte de son traumatisme pour ne plus vivre dans la dépression que ce traumatisme peut causer. C'est vivre avec,
dans le sens où cela fait partie de la vie de la personne, ne la diminue pas, mais au contraire lui permet de revivre et de reprendre un développement stoppé par le traumatisme. C'est pas fini. La résilience se définit d'une part comme la capacité pour un sujet confronté à des stress importants au cours de son existence de résister à cette adversité grâce à la possibilité de mettre en jeu des mécanismes adaptatifs. D'autre part, comme l'aptitude à transformer une expérience personnelle douloureuse en dynamique permettant d'ouvrir de nouveaux horizons, de construire et de reconstruire. La résilience implique donc une capacité d'aller de l'avant. Il y a Oprah Winfrey qui disait par exemple de Tina Turner, vous savez qu'elle était régulièrement battue par son époux, elle n'a pas seulement survécu, elle a triomphé. C'est ça la résilience. Oui, mais regarde, moi je dis que je comprends ce que tu essaies de montrer, mais moi j'appelle ça l'instinct de vie tout simplement parce qu'à ce moment-là, il y a des tas d'animaux qui sont résilients. C'est-à-dire, il y a des animaux qui vivent des choses abominables et malgré ça, ils se battent pour vivre, pour survivre. Et même s'ils n'ont pas à ce niveau la capacité de réflexion qui induirait qu'ils se battent en faisant des choix, qu'ils se battent suivant ce que tu viens de dire, ça revient à peu près au même. On m'avait raconté l'histoire d'un chien qui était battu, qui a été battu toute sa première vie par ses propriétaires. Et ce chien, j'ai une amie qui l'a pris dans un chenil. Il était déjà pas très jeune, enfin je ne sais pas quel âge il avait. Et alors mon amie, la description qu'elle m'a faite de comment ce chien, elle l'a rendu à sa vie normale, c'est-à-dire il est redevenu un chien avec toutes ses capacités, presque ça correspond à la définition que tu es en train de me donner. C'est curieux, hein, mais je pense à ça parce qu'elle m'avait décrit ça comme une résurrection, ce chien. En fait, moi, là, j'écoute c'est le rapport à la survie. La résilience, parce que tout à l'heure, quand on évoquait ceux qui survivent aux catastrophes naturelles, etc., eh bien, ils ne sont pas résilients, ils sont en survie. Pour moi, la résilience, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est d'être au-delà de la survie. C'est en fait l'idée d'habiter le monde, vivre le monde, et non pas survivre à son quotidien. Il y a cette nuance que j'écoute là avec l'intervention de toutes les personnes. Hein. C'est ce qui ressort et que je voulais partager. Oui, c'est revivre. C'est pas vivre au-delà de la survie. Hein. Oui, c'est vivre mieux. Revivre. Non, pas que revivre. Pas que revivre, au-delà. C'est limite même, c'est d'être mieux qu'avant. C'est assez incroyable. Hein. C'est limite d'être mieux après le vécu du traumatisme. Oui, c'est se réparer. C'est se réparer et reconstruire avec ça quelque chose. Oui, voilà. Oui. Le gars qui a vécu la Shoah, quand il est revenu, voilà, il avait deux possibilités, comme disait notre collègue. Soit il se tirait une balle, comme Primo Levi, soit il se disait maintenant il faut que je revive. C'est ça, c'est la survie, quoi. Alors attends, pour Primo Levi, parce que je l'ai lu son ouvrage. La résilience, c'est un processus. C'est pas forcément qu'un état. On peut être résilient jusqu'à un certain moment. Quand on a fait une tentative de suicide, j'ai fait une tentative de suicide il y a 17 ans. J'ai passé 6 mois à l'hôpital et clinique psychiatrique. Je savais qu'à la sortie, il y avait de fortes chances que si je ne trouve pas un entourage bienveillant, il y ait des nouvelles tentatives. C'est sûr, pendant 1 an ou 2, j'étais en équilibre. Est-ce que ma résilience va durer jusqu'au bout ? Est-ce que Primo Levi, il n'a pas été dans la résilience un certain temps et puis à un moment, quelque chose te tombe dessus? Parce que le traumatisme, tu peux le vivre plusieurs fois dans ta vie. Tu vois, il y a des épisodes qui font que c'est pas ce qui ne tue pas ne rend pas plus fort, c'est pas vrai. J'écoute beaucoup de personnes qui me disent, mais écoutez, moi j'ai vécu ça, et puis ça, j'en peux plus. Ça m'a pas rendu plus fort, je suis en colère contre cette idée. Donc, mourir en résilience, c'est magnifique. J'espère que ça m'arrivera. C'est pas obligé.
Mais Je me suis- excuse-moi, mais tous les gens qui décident de vivre, nous tous, nous devons décider, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? Bon, c'est, je pense, la condition humaine, ça. Or, tous les gens qui décident de continuer, ben, c'est une forme de résilience. La vie est une résilience permanente. Ouais. Parce que la tentation de mourir, elle est permanente aussi. Ah, alors si tu veux. Le choix de la vie, c'est un choix. Je D'accord. décide de vivre. D'accord. Donc, pour moi, tout être humain qui vit est un résilient. Eh ben, d'accord. Il ne le dit pas avec des mots, il ne le dit pas tous les jours devant sa glace, est-ce que je vais continuer à vivre? Mais quelque part en lui, il y a l'instinct de vie et l'instinct de mort. Et s'il choisit l'instinct de vie, c'est qu'il est résilient. Voilà. Pour moi, c'est ça. Il se résigne à vivre. Oui, oui, il se résigne, il Pourquoi choisit non, il choisit de vivre. Ah, Il choisit de vivre. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Je Il y a plusieurs me cas. permets de dire qu'on arrive à la fin de notre vacation Zoom. Là. Alors, je vais en profiter pour jeter dans le débat une phrase moi, que j'aime beaucoup. J'en fais une de mes devises à l'occasion. C'est une phrase d'Alain, et je sais qu'elle est authentique. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Voilà, vous avez 4 heures. C'est vrai. En tout cas, merci parce que c'était très intéressant. Non, mais il faut que Dominique conclue là. Non, il me semble, François. J'en avais une autre, Jean-Luc, dans le même genre. Allez, vas-y. L'optimiste est un imbécile Oui, heureux. Le pessimiste est un imbécile. Non, pardon. L'optimiste est un imbécile. Le pessimiste est un imbécile malheureux. Malheureux, et l'optimiste est un imbécile heureux. Voilà, on fait avec ce qu'on peut. Scepticisme et philosophie, c'est encore un thème jamais trop abordé, mais il y a beaucoup aussi à dire sur la question. Donc, est-ce que tout le monde a pu s'exprimer quand même et Françoise, c'est son dernier mot. Je suis triste de voir que le concept de résilience peut être présenté comme juste un instinct de survie. C'est comme ça que je l'entends. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Non, je dis ce que je sens, moi. Ne recommencez pas la discussion. Là. Non, je veux juste finir là-dessus. Je voudrais finir quand même. C'est bien plus riche et c'est fait de multitudes de processus qui méritent d'être étudiés scientifiquement. Oui. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais pouvoir vaquer à mes occupations. Je vais rendre le livre à Dominique. Non, c'était très intéressant. Hein, vraiment. J'espère qu'avec ce petit historique de la psychologie, vous pourrez plus dire que oui, les sciences humaines, la mesure en sciences humaines, bof. Non. Personne dit bof. Hein. Non, personne n'a dit ça. Il faut faire de la rigueur et de la méthode et de la science. Merci, c'était très bien, Françoise. Merci, très on va passer à l'apéro maintenant. Ah, je veux bien. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Merci Françoise pour l'histoire. Oui, c'est important pour la psycho. Allez, je clôture. Allez, vous allez recevoir le lien avec le film, puisque maintenant j'ai trouvé la technique pour extraire un film YouTube, donc vous aurez le lien, vous pouvez le regarder à loisir. Voilà. Merci. Va bien. Merci à bientôt à tous. À Merci bientôt. à tous. Ciao. Au revoir. Merci. Et j'ajoute, avant l'Assemblée générale, payez votre cotisation pour 2021 et Oui. de nous les donner pour que tout le monde soit à jour et pour que pouvoir participer à cette prochaine Assemblée générale de janvier. Le trésorier est très content que tu dises ça. Allez, à bientôt. Au revoir. Attention, on Bientôt. ferme. Au revoir mon petit. Ciao, bye.